Merci Ferdinand d'être parmi nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Chiloé, Chiloé a été beaucoup de choses et va être sûrement encore beaucoup de choses, et ce sera l'objet de la discussion aujourd'hui. Un média, une marque, surtout on va dire ça a réinventé, on a beaucoup parlé de micro-aventure, maintenant ça a un petit peu changé. C'était à la base, on va dire, beaucoup dédié à une cible, comme tu l'appelles, bobo parisienne, mais maintenant c'est vraiment national et un petit peu plus différent. Vraiment une communauté, on va dire, outdoor, qui a envie d'aller vivre une expérience près de chez soi. Justement, c'était vraiment l'enjeu de cette communauté-là. Il paraît quand même, il y a une petite anecdote sur toi, que ça a failli être une marque de vêtements. En tout cas, vous l'aviez peut-être évoqué comme ça au tout début, mais tu pourras nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Donc je laisse prendre la parole et bien entendu, il y aura un temps d'échange ensemble. Merci. Tu me dis juste pour les slides, c'est ça ? C'est ça. C'est hyper moderne ça. Trop bien. Bonjour à tous, je m'appelle Ferdinand, je m'appelle aussi Castor Fougueux, on a tous un nom de totem chez Chiloé. Parmi vous, quels sont ceux et celles qui connaissent déjà Chiloé ? Ok, c'est cool déjà, merci. On va parler de voyage local. Effectivement, avant, chez Chiloé, on parlait plutôt de micro-aventure. On a trouvé que le mot était un peu galvaudé depuis, mais je dirais que micro-aventure, voyage local, slow tourisme, tout ça sont des concepts qui se rejoignent. Et moi, je vais essayer de vous transmettre un peu mon expérience des 7 dernières années. Je n'y connaissais absolument rien il y a 7 ans, je dirais au tourisme, à l'entrepreneuriat, au voyage. Et donc tout ce monde, je vais essayer de vous le décrypter en quelques minutes. Bien sûr, je vais vous présenter un petit peu notre popote chez Chiloé. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. On va tenir 20 minutes. Moi, je préfère les échanges interactifs. Donc l'idée, ça ne va pas être de faire une présentation trop longue, ça va être de pouvoir échanger et de discuter avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin. À propos de Chiloé. Alors rapidement, effectivement, Chiloé, je l'ai créé il y a 7 ans. C'était une simple newsletter envoyée à 50 copains. On n'avait pas la moindre idée d'un business model. Et effectivement, un peu avant ça, on voulait créer une marque de vêtements. Alors une marque de vêtements qui aurait pu ressembler à Picture Organic Clothing, je dirais sans prétention à un Patagonia européen. Et puis en développement finalement des vestes, des polaires et ce genre de vêtements, on s'est très vite rendu compte qu'on allait faire exactement la même chose que des acteurs déjà existants. Et on s'est demandé s'il y avait vraiment besoin de créer une nouvelle marque outdoor. Et plutôt que de créer une marque outdoor, on s'est dit on va d'abord mettre les gens dans la nature, on va plutôt en tout cas essayer de les mettre dehors. C'était un peu présomptueux à l'époque. Et puis peut-être qu'ensuite, ce sera plus simple de les équiper ou en tout cas de répondre à leurs besoins. Et donc je dirais que c'était ça pour répondre à ta petite anecdote. Et donc très vite, on est passé d'un modèle de marque outdoor à on arrête tout ça et on crée une communauté. Et donc on a créé une communauté au début avec bien sûr peu de moyens et en envoyant une simple newsletter à 50 copains qui de fil en aiguille sont devenus un peu plus de 500 000 personnes en France, pardon. Et donc, bon, le terme est un peu présomptueux, groupe média travel, je crois surtout une marque qui s'exprime sur 2 métiers, un métier média et un métier voyage via l'agence de voyage dont je vais vous parler. Et on a effectivement un peu grandi, on est basé à Annecy, on est une 15aine de personnes. Et voilà. Et pourquoi on parle effectivement de groupe ou de marque ? Parce que finalement, ce qu'on a fait avec Chiloé ces dernières années, ça a été de créer des verticales, en tout cas d'utiliser notre créativité et puis de répondre aux besoins de la communauté. Et donc notamment en créant des verticales médias qui sont Moogly Popote, qui sont assez récentes, créées cette année, sur lesquelles il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui nous suivent. C'est principalement des newsletters, mais donc on va dire un média newsletter. On a effectivement historiquement la marque Chiloé qui est devenue le média. On a la partie Club Chiloé qui est une agence de voyage dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui. Et puis on a décliné aussi des concepts. The Entrepreneur Series, c'est des séjours dédiés aux entrepreneurs un peu partout en France qu'on a lancé cette année et qui marchent super bien. Donc l'idée c'est de réunir des entrepreneurs en pleine nature. Je dirais des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, pas forcément des créateurs. Et ça permet de créer des échanges absolument incroyables en pleine nature. Et puis on a lancé un nouveau format aussi qui s'appelle Beyond et qui est un format événementiel. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et alors très rapidement, et après on rentre dans le vif du sujet, mais donc Chiloé, premier métier, c'est le média. Alors le média c'est un peu un grand mot. Quand on parle de média, je pense qu'on connaît Le Monde, Le Figaro. Mais d'une certaine manière, média est ce qui décrit le mieux notre métier. On n'a pas les mêmes audiences bien évidemment, mais on a les mêmes business models et les mêmes métiers et le même, je dirais, quotidien. Et là-dessus, effectivement, on crée du contenu via newsletter, social media, donc c'est un média purement digital.
Et on travaille avec beaucoup de marques et de territoires, pas que des marques outdoor, et des territoires un peu partout en France et en Europe maintenant, à essayer de créer du contenu, à essayer de créer un nouvel imaginaire autour de ces destinations ou de ces marques. Et voilà, je pourrais aussi revenir un peu là-dessus, mais je crois qu'il y a aussi dans la salle certains de nos partenaires, et donc c'est très chouette. Et puis l'agence de voyage. Et alors pourquoi on a créé une agence de voyage? Je m'étais absolument pas posé la question et je l'avais jamais imaginé. Finalement, l'agence de voyage, ça a été la réponse à un besoin de notre communauté qui était partir dans la nature. On va y venir ensuite, mais en tout cas pouvoir voyager en France avec un groupe de personnes dans le même état d'esprit, partageant les mêmes valeurs. Et en fait, à l'époque, quand on a démarré, et ça n'a que 2 ans, il n'y avait pas vraiment d'offres en France. On verra qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui se sont structurés. Mais je dirais que du voyage local, France, proche Europe, plusieurs jours en itinérance, ça n'existait pas. On trouvait qu'il n'y avait pas vraiment d'offres adaptées. On s'est dit qu'on allait la créer. Et donc, on a créé un nouveau métier comme ça. Voilà. Si vous avez des questions, peut-être gardez-les, on y reviendra après. Bon, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment réenchanter le voyage local? Alors pour moi, le voyage, c'est le fait, techniquement, de partir d'un point A à un point B, en tout cas de se déplacer, d'aller voir ailleurs. Volontairement, je ne parle pas de tourisme, mais j'ai l'impression que le tourisme, c'est la somme des activités qu'on va pouvoir faire lors d'un voyage. Moi, ce qui m'intéresse dans le voyage, c'est vraiment le terme d'aller ailleurs et de se déplacer. Et c'est souvent de faire du déplacement l'élément essentiel du voyage. Donc, ce n'est pas juste je me rends à une destination et je consomme un certain nombre d'activités ou de services. Mais le fait de partir de chez moi, déjà, est une part du voyage, est une partie importante du voyage. On s'est quand même rendu compte, en démarrant Chiloé, et de cette communauté qui a grandi assez vite, que le principal frein des gens qu'on arrivait à fédérer et qui nous suivaient, c'était vraiment dès lors qu'ils avaient envie de partir à l'aventure. Nous, on s'adresse vraiment à un public citadin, historiquement grande ville de France, plutôt CSP+, mais qui n'achète pas la presse outdoor, je dirais n'a pas une culture outdoor, ne pratique pas forcément beaucoup d'activités outdoor. Je pense que certains d'ici habitent peut-être en montagne, sont sans doute beaucoup plus pratiquants. On l'est devenu, nous, en habitant à Annecy, mais... et on s'est dit, mais comment on peut réussir à leur donner envie d'aller à l'aventure, ou plutôt quels sont leurs freins? Et alors les freins, c'était évident, c'était je ne sais pas où aller. Dès lors que, à la limite, j'ai envie d'aller ramasser des champignons en famille, je veux aller faire un trail, je veux aller faire du vélo autour de Paris, autour de Lyon, je ne sais pas où aller. Je ne parle pas du premier frein au début, qui est souvent, j'ai pas le temps. Finalement, le temps, c'est assez subjectif, je pense qu'on peut tous avoir le temps, mais le premier frein, c'était de ne pas savoir où aller. Le deuxième, c'était, en fait, j'ai envie de me mettre à l'outdoor, j'ai envie d'aller faire du vélo, d'aller dormir sous la tente, par exemple, entre Paris et Chartres, mais j'ai absolument personne de disponible autour de moi. Dans mes amis, dans ma famille, personne ne partage cette même envie. Donc finalement, je suis un peu seul, et du coup, la motivation, la dynamique s'écroule. Donc il y avait vraiment la notion de communauté. Et puis après, il y avait effectivement, dès lors que j'ai envie, à la limite, j'ai identifié où aller, je vais me poser un certain nombre de questions, besoin de conseils, besoin d'aiguillage, quelle randonnée, comment, quel outil, comment m'équiper, etc. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est créé Chiloé, c'est en essayant de répondre à chaque fois à ces besoins. Et je dirais d'une manière ou d'une autre, ça exprime assez bien la création du club Chiloé, qui est du coup la partie agence de voyage. C'est-à-dire que d'une communauté, d'un média et de gens qui partageaient les mêmes valeurs, on s'est dit, mais comment on réussit à simplifier l'accès à la nature et à l'aventure? Et donc c'est pour ça qu'à une époque, on s'est dit, mais en fait, on a une grande communauté et tout un beau réseau. On va, presque un peu comme une sorte de guide du routard en ligne, on va commencer à référencer des guides, des destinations, des hébergements, des hôtels un peu partout en France qu'on estimait être Chiloé ou labellisé Chiloé. Et donc c'est comme ça qu'on est passé d'un modèle historiquement un peu de média newsletter à un guide. Et donc on référençait tout ça sur Chiloé. Et puis très vite, les gens nous ont dit, mais en fait c'est sympa ce que vous faites, mais nous on aimerait, ça répond pas à notre besoin de partir avec des gens dans le même état d'esprit. Ok, on peut aller réserver un guide, mais pour réserver un guide, il faut être plusieurs. Si je suis tout seul, je vais pas partir avec un guide. Et puis aller à l'hôtel tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens. Et finalement, ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'être en contact avec une communauté. Et on s'est dit, à ce moment-là, il faut qu'on arrive à créer des voyages de groupe. Donc il faut qu'on arrive à proposer. C'était presque en fait, il faut qu'on utilise toute notre base et tout ce qu'on met en avant et qu'on crée un peu le bouton réservé et qu'on mette une date et que les gens puissent partir avec d'autres personnes de la communauté.
Et c'est pour ça qu'on s'était un peu amusé, mais pendant le confinement, pour une boîte dont la mission c'était de mettre tout le monde dehors, c'était un peu compliqué. Donc effectivement, à part raconter des histoires, les gens étaient coincés chez eux. Et on s'est dit, mais tiens, finalement, pourquoi pas? Allez, créons une agence de voyage. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un truc assez marrant avec le Gorafi qui était ivre. Il décide de lancer une agence de voyage en plein confinement. Et ça a eu l'avantage au moins de faire un peu de bruit, donc c'était chouette. Et donc là, il y a pas mal de gens qui nous ont dit, mais attendez, trop bien, c'est génial. Et beaucoup de guides, d'hébergements, de télé, qui nous ont dit, mais créons une offre ensemble. Et comme on était, je dirais, on avait beaucoup de lacunes techniques, on était plutôt des gens qui venaient du contenu, de la créativité, etc. On n'avait pas la moindre foutue idée comment faire. Et j'ai à l'époque un copain à qui je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une marketplace sur lequel on créait des séjours, mais presque, en gros, le client discuterait directement avec le guide. Et on commence comme ça à créer une première marketplace avec une cinquantaine de séjours juste avant l'été, je crois, peut-être 2021. Et ça marche super bien, mais on se rend juste compte que tout le monde contacte les guides et que les guides ils sont dans la nature et qu'ils ne répondent pas d'une certaine manière. Donc on avait beaucoup de gens qui revenaient à nous en disant mais c'est super, moi j'ai fait une demande de réservation pour 4 personnes, mais on n'a jamais eu de nouvelles. Et donc très vite, on se rend compte qu'en fait, juste faire un boulot de relation entre des créateurs d'activités ou des gens qui proposent des séjours ou des voyages et notre communauté, ça ne marcherait pas. Et puis surtout, on se rendait compte que quand même, si on laissait en fait les guides ou les prestataires d'activités construire et proposer leur voyage, en termes de marketing, ça serait pas ouf. En termes d'expérience globale, ce serait pas ouf et qu'on avait un vrai enjeu à les accompagner. Et donc c'est comme ça que finalement on est passé d'une marketplace où on n'était qu'un simple intermédiaire à une agence de voyage. Alors on a aussi augmenté toute la complexité en faisant tout ça, parce que du coup, agence de voyage égale on crée nos propres séjours, on les opère, on gère les problèmes de météo, les problèmes de SAV, les problèmes de tout ce qu'on peut imaginer dans le voyage. Et voilà comment nous sommes arrivés dans le voyage. En créant donc cette marque, Club Chiloé, il y a 2 ans. Et voilà. Alors, effectivement, Chiloé s'est fait connaître à travers, je dirais, une sorte de marketing. Parce qu'en fait, c'est le premier métier qu'on fait, c'était essayer de rendre sexy une destination. On a souvent dit qu'on voulait rendre le Jura aussi sexy que le Costa Rica. Et puis, si vous voulez, on peut rentrer un peu dans le vif du sujet. Moi, je voulais vous partager quelques éléments aujourd'hui. Donc, il n'y a plus de présentation. Vous pouvez juste me regarder ou en tout cas, pas forcément suivre des slides. Je dirais que dans le voyage, aujourd'hui, peut-être ce que je peux vous partager, c'est un peu les différents acteurs et les formes de voyage. Nous, on fait du voyage guidé. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un voyage que vous achetez, que vous réservez avec un guide et vous partez avec un groupe de gens que vous ne connaissez pas forcément. Les gens s'inscrivent seuls, en couple, entre amis. Et ça, c'est une forme de voyage. Il y a le voyage en liberté, c'est finalement vous achetez un plan, un itinéraire, la réservation de votre voyage, et puis après vous partez avec les gens que vous voulez. Et puis après, je dirais que dans le voyage, il y a la somme d'un certain nombre de services que peuvent être les hôtels, par exemple, les activités, le transport, etc. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'effectivement, il y avait des acteurs à tous les niveaux déjà en France et en Europe, les acteurs historiques dans le voyage, par exemple, je sais pas, il y a des marques comme Voyageurs du Monde, comme Nomade Aventure, comme Terre d'Ave. Donc encore une fois, on n'a absolument rien inventé, on a presque remis au goût du jour un format de voyage pour une communauté qui, en tout cas pour des profils qui n'étaient pas clients de ce type de voyage. Donc ça a été la première brique. Et puis comme on était, nous, très orientés sur les sujets de micro-aventure, de tourisme local, de vraiment voyager près de chez soi, on s'est dit, mais nous, on ne va faire que du voyage à quelques heures de chez soi. Donc on s'est mis une contrainte dès le début, et on s'est dit, à quelques heures de chez soi égale en train. Et donc on ne propose que des voyages en train. Et on a commencé comme ça à packager pas mal d'offres de voyages. Et il y a aujourd'hui pas mal d'acteurs, et notamment depuis le Covid, qui se sont créés, qui proposent des voyages en petits groupes un peu partout en France et en Europe. Que vous dire de plus? Il y a, effectivement, on a observé avec la création de Chiloé des tendances. Les tendances, il y a 7 ans, c'était un peu le boom de l'outdoor, c'est-à-dire très sexy, outdoor, je poste une photo un week-end en montagne, et effectivement, ça embarque tout le monde à la machine à café le lundi matin. Il y a eu effectivement le slow tourisme, c'est-à-dire un peu le sexiness du train, en tout cas du voyage en train qui est aussi arrivé à ce moment-là. Il y a eu une vraie transformation de nos modes de consommation, le bio, le local, et finalement, en fait, je dirais que ce mode de consommation est venu s'appliquer sur notre mode de voyage. Et donc, c'est pour ça que le voyage local de saison, adapté
Et on adapte ses activités en fonction de la saison, était à la mode. Et puis, toutes ces tendances ont fait qu'on a eu un peu le vent en poupe. Et puis, à un moment, il y a eu le Covid. Alors, on s'est dit, mais tout le monde me disait, c'est génial, le Covid. Les gens vont être obligés de voyager à côté de chez eux. Vous allez en profiter, vous allez vous gaver, ça va être super. Et en fait, moi, j'ai pas trouvé que c'était génial, le Covid, pour ça. En tout cas, à cette période-là, parce que finalement, c'est créé toute une offre qui est venue aussi un peu galvauder ce qu'était l'essence du voyage près de chez soi. Et donc, on a vu arriver aussi des gros acteurs commencer à parler de micro-aventures, de voyage local, de tout ça. Et c'était pas du greenwashing. En tout cas, c'est sûr qu'il venait sur le terrain de jeu qu'on avait commencé un peu non pas à créer, mais en tout cas, on commençait à être identifié dessus. Et donc, finalement, on était aussi moins audible, moins visible. Et puis, je dirais que c'est jamais bon en général quand les gens changent de comportement sur la contrainte. C'est-à-dire que voyager localement, c'est effectivement, on va y venir, mais c'est pour des raisons écologiques, bien évidentes. Et on en parlait ce matin avec Thibaut, mais dans un objectif de 2 tonnes ou d'émissions de 2 tonnes de CO2, quand on sait que rien que d'aller à Bali en avion, c'est plus de 2 tonnes, on voit bien qu'on va devoir transformer nos modes de voyage. Donc il y a effectivement une contrainte écologique. Mais je pense que d'abord, on doit réussir à créer des nouveaux imaginaires et à rendre le truc sexy. Je ne crois pas du tout que la première raison de consommation, par exemple, pour une basket Veja, c'est le fait qu'elle soit écologique. Je pense que c'est parce que d'abord, elle est belle, et ensuite, elle est écologique, et donc ça confirme l'achat. Et c'est un peu la même chose, je dirais, sur le voyage et sur le fait de voyager en France. C'est comment on arrive à créer de nouveaux imaginaires et à rendre sexy ces destinations avant de marketer, ou en tout cas de mettre en avant l'aspect écologique. Tu me dis, hein, je crois que tu t'es installé ici. C'est que non, c'était pour te relancer. Je commence à être un peu long. Mais, donc il y a toute cette tendance. Et après, ce que je voulais aussi vous partager, c'est un peu ce que j'observe aujourd'hui sur le voyage. Donc, le Club Chiloé a 2 ans. On fait un peu plus de 5000 voyageurs depuis 2 ans. Donc, ça représente 2500, quasi 3000 voyageurs maintenant par an. Ça a été très porteur. Et là, on observe quand même depuis quelques mois un petit ralentissement. Mais je l'observe aussi chez pas mal d'amis entrepreneurs qui sont dans la mode responsable, la consommation responsable. En fait, j'ai un peu l'impression qu'il y a un petit retour en arrière. Et je voulais vous le partager aujourd'hui parce que je pense que certains le ressentent dans ou leur business, ou dans leur destination, ou dans les réservations. Je dirais qu'au-delà des problèmes météo, en tout cas de la météo qui n'a pas été très encourageante ces derniers mois et donc qui n'est pas très propice à la réservation de vacances, j'observe une sorte de retour un peu en arrière, c'est-à-dire que tous les idéaux qu'on a eus après le Covid, qui étaient de se rapprocher de la nature, qui étaient de consommer de manière plus responsable, plus sobre, de restreindre notre consommation, je vois des petits signaux faibles de finalement, on revient un petit peu comme avant. Et c'est vrai que le monde d'après, qui me paraissait très sexy, est en train de devenir un peu moins bien que le monde d'avant. On le voit notamment aussi avec la fréquentation des aéroports qui a absolument explosé ces derniers mois et qui est devenue supérieure à ce qu'il y avait en 2019. Il y a certaines compagnies qui se posent la question justement s'ils auront assez d'avions pour affréter justement tous les vols. Et c'est un signal important. Et alors, dans l'alimentaire, je ne parle pas du bio, qui est très compliqué, dans la consommation responsable, dans l'ameublement, dans tous ceux qui aujourd'hui fabriquent des produits un peu plus durables, etc., c'est hyper compliqué. Donc, c'est pas, d'une certaine manière, c'est un témoignage un peu pessimiste que je vous partage là, parce qu'on me demande souvent, est-ce que tu es optimiste? Est-ce que pendant plein d'années, on était là, nous, on voulait changer le monde, on voulait réinventer le voyage, faire voyager les gens à côté de chez soi, etc. Mais là, on sent quand même qu'il y a un petit vent de face qui va être compliqué pendant les prochains mois. Et du coup, l'enjeu, c'est comment on fait quand on a le vent de face? Est-ce qu'on part un peu sur les côtés? Est-ce que, on sait qu'en bateau, avec le vent de face, on n'arrive pas à avancer. Et je pense que ce que vous faites sur les territoires, et ce que les différents entrepreneurs ou dans l'hôtellerie, etc., font aujourd'hui pour créer de nouvelles offres et de nouveaux services et de nouvelles expériences en France, c'est absolument phénoménal. Mais on a effectivement une difficulté à rendre attractif et sexy, je crois, la destination France à un moment donné où il y a de l'inflation, il y a un climat social et politique qui n'est pas forcément hyper excitant en ce moment en France. Et on sent un besoin des gens, et qui est totalement naturel, et je le partage aussi, qui est d'aller un peu plus à l'étranger, d'aller se confronter à d'autres cultures. Et donc finalement, pourquoi rester en France si c'est pour entendre finalement les mêmes histoires à la table d'à côté? Et je ne sais pas si vous le partagez, et si je suis un peu négatif, mais du coup, nos enjeux vont être de continuer à travailler autour des imaginaires
autour de l'expérience, bien évidemment. Et puis, je pense qu'il va falloir, sans doute, alors hélas, plus de catastrophes écologiques. Nous, par exemple, quand il y a eu les incendies sur la dune du Pilat, il y a quelque temps, nous, les réservations ont explosé. Enfin, quand je dis explosé, toutes les proportions gardées, mais en tout cas, on a vu un pic et qu'on a eu du mal à expliquer. À chaque fois qu'il y a eu des causes ou des dérèglements climatiques visibles ou tangibles, ça a eu un impact direct sur les réservations. Et on interviewait, nous, les gens, et ils disaient, bah ouais, en fait, on se rend compte qu'il faut qu'on commence à voyager près de chez soi. Donc, l'offre, elle est là aujourd'hui. Il y a probablement beaucoup d'acteurs. Je pense qu'il va y avoir aussi dans un marché un peu, parce que ce qu'on ressent dans les baisses de réservation, nos concurrents, que ce soit Decathlon Travel, Explora, ou Terre d'Ave, ou des acteurs qui ont aussi des offres locales, le ressentent aussi. Je pense que dans ce marché un peu perturbé, il va y avoir, à mon avis, des rapprochements ou des jeux, des synergies à faire entre les acteurs. C'est plutôt une bonne chose parce que c'est compliqué, je pense, d'avoir plein de petits acteurs éclatés. Et puis, il va falloir... mais l'offre, elle est là. La tendance long terme, elle est là. On va devoir transformer nos manières de voyager. J'ai juste cette petite sensation que dans les prochains mois, ça va être un peu plus compliqué. Voilà ce que j'avais à partager. J'avais plein d'autres choses. Si ça vous va, on peut... merci Ferdinand, on peut l'applaudir. Merci. Effectivement, je me suis un peu éloigné de la presse. Alors, je vais vous partager mes tops et mes flops, mais si ça vous intéresse, en tout cas, sur les... J'allais te poser la question, okay, donc ça tombe bien. Vas-y. Évidemment, sur les tops avec Chiloé, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à créer, je dirais, une marque et un mouvement. Ce mouvement, on le partage tous, et d'ailleurs je te remercie encore une fois Marion, c'était une des premières partenaires avec les ARC à nous faire confiance à notre création, mais on a réussi à créer un mouvement avec les destinations, avec nos partenaires, sur cette revalorisation, je dirais, du tourisme local et de recréer des nouveaux imaginaires. Et ça, j'en suis extrêmement fier, parce qu'aujourd'hui on est soit copié, soit souvent sollicité pour travailler avec des partenaires, et je dirais que c'est ma plus grande fierté. Sur la partie Club Chiloé, évidemment, et le top, c'est qu'on réussit à faire travailler 80 guides en France aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que ces guides, avant, en fait, ils travaillaient à l'étranger. Et donc, par exemple, Damien, avec qui on a un séjour sur les traces du loup dans le Vercors, historiquement, passait son temps en Russie et en Norvège, et aujourd'hui travaille en gros à quelques dizaines de kilomètres de chez lui dans le Vercors. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ces guides, aujourd'hui, sont un peu les gardiens et les guides de leur territoire et peuvent travailler dans des conditions, je dirais, financières qui sont intéressantes, parce qu'en fait, avant le tourisme, en tout cas, il n'y avait pas un bon pricing ou un bon modèle de revenus pour ces guides quand ils étaient en France, parce que souvent ils allaient à l'étranger, puis il y avait surtout une demande plus importante. Mais on a en tout cas aujourd'hui tout un écosystème local qui s'est créé, que ce soit avec des hébergements, des refuges, des hôtels, des guides, qui vit et se nourrit à côté de ce qu'on a créé avec Chiloé. Bien évidemment, nous on est resté fidèles au local et au train. On s'est énormément posé les questions, d'autant plus en ce moment où il y a un vrai retour vers le lointain. Tous les jours, on me pose les questions, mais quand est-ce que tu vas mettre peut-être de la Norvège, de l'Europe? Finalement, on sait on fait des interviews auprès de nos clients, ils nous disent, nous, on a envie d'aller en Norvège, on a envie d'aller en Espagne, on a envie d'aller faire un trek dans l'Atlas marocain, etc. Alors on se dit, mais pourquoi on ne le proposerait pas, parce qu'on a tout pour le faire? Mais on est resté assez fidèle au local et au train. On restera là-dessus. Je crois que c'est dans notre histoire du début, et ça sera jusqu'à la fin, notre envie de réussir à réenchanter le local et la France. Petite parenthèse sur le train, c'est que j'ai aussi pris du temps. Donc nous, on fait un business autour du train. Ceux qui en profitent aussi gaiement, c'est la SNCF. Pas facile de baser un business sur le train. C'est-à-dire que c'est très beau ce qu'on se raconte sur le voyage en train, etc. Mais la réalité aujourd'hui, on le voyait ce matin, c'est 3 fois plus cher le train. Il n'y a pas des places tout le temps, c'est assez compliqué. Et donc nous, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont sur le site en train de réserver, on ne vend pas le train, donc on vend juste l'expérience globale avec le guide, la nourriture, etc. Et les gens me disent, mais en fait, j'allais réserver, mais en fait, je me rends compte que le billet de train que vous mettez, que vous recommandez, etc., est soit plus disponible, soit coûte une fortune. Et donc on a basé une partie de notre business sur le fait de raconter à notre communauté qu'ils pouvaient voyager en train facilement. Alors, espérons 2 jours meilleurs là-dessus sur le train, mais c'est vrai que finalement cet imaginaire sur le train est présent et il faut continuer à le créer, mais quand même une vraie difficulté aujourd'hui avec le voyage en train et notamment par le prix. Et puis très rapidement sur les flops, ce que je peux vous partager, c'est notamment sur le Club Chiloé, quelque chose auquel je croyais énormément et qui n'a pas du tout marché, c'était le terroir. C'est-à-dire qu'au début, donc,
Et d'ailleurs, ça, je vous en ai pas parlé, mais donc, qu'est-ce qu'on propose comme expérience? Ça va être d'aller sur les traces du loup, de traverser les Cévennes avec un âne, d'aller sur un vieux gréement pendant une semaine, le fleur de l'Empole en Bretagne, d'aller faire de l'alpinisme dans les écrins, etc. Donc, c'est plutôt des expériences sportives outdoor. Et je croyais énormément à un truc, c'était le terroir, c'est-à-dire aller faire du Calvados dans une maison de Calva, aller se mettre dans la peau d'un vigneron, aller fabriquer du comté dans le Jura. Et donc, on avait commencé à créer comme ça un certain nombre de séjours, persuadé que ça serait le nouveau truc, un peu la Airbnb expérience. Et c'est vrai, on sentait cette envie dans notre communauté un peu de reconversion. Tout le monde se pose un peu des questions d'être menuisier, de peut-être devenir agriculteur, d'aller faire du fromage, d'ouvrir une ferme. Et alors ça, four total. Vraiment. Et j'ai vraiment essayé de convaincre toute mon équipe, tout le monde là-dessus, etc. Passé comme une lettre à la poste aujourd'hui, il n'y a plus rien sur le terroir. Je suis persuadé que ça marchera. Mais tu ne lâches rien. Voilà, ou en tout cas, on le met de côté. Je crois quand même énormément, et notamment, je fais une aparté là-dessus, c'est un peu le succès d'Airbnb Experience. Je crois énormément, bon c'est un pari, c'est une vision, je ne sais pas ce que ça vaut, mais qu'en fait les guides de demain ne seront pas les guides qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire souvent des accompagnateurs en montagne ou des guides certifiés, culturels, etc., seront des habitants en fait, et des acteurs des régions, et que demain on pourra aller dans une ferme, chez un menuisier, en fait sur les lieux de travail des gens. Et je pense que ça sera un peu cette idée de, c'est pas du tourisme industriel mais presque, parce que je suis persuadé que dans quelques années on ira dans les usines regarder comment sont faits les slips en France, etc. Et c'est déjà un peu le cas. Mais c'est cette idée qu'en fait on peut chacun devenir guide d'une activité, d'un savoir-faire. Et je crois énormément à ça. La réalité de ça, c'est que le business model derrière, il n'est pas si simple. On est sur des expériences pas très chères, donc il faut faire beaucoup de volume. Des acteurs comme Airbnb Experience sont bien placés pour faire ce métier-là. Voilà ce que je pouvais vous partager. Merci à toi. J'ai une toute première question pour compléter ton propos. Tu nous as parlé de 500 000 utilisateurs. C'est une communauté très large. Je voulais savoir qui sont ces gens. J'imagine qu'il y a des gens qui sont plutôt dans la lecture, dans le média, etc. Puis après, il y a aussi la communauté qui agit et qui voyage avec vous. Est-ce que aussi cette communauté, elle a évolué au fil de vos choix et de vos envies et des produits que vous avez proposés? Enfin voilà, où est-ce que vous en êtes? Ouais, alors en gros, on parle de 500 000 personnes. Il y a en gros un peu plus de 450 000 personnes de lecteurs uniques. Quand je dis unique, c'est-à-dire qu'on ne compte pas deux fois celui qui pourrait être abonné, je sais pas, par exemple, à une newsletter food Popote et à la newsletter principale, ou au site internet ou aux réseaux sociaux. Ça a pas mal évolué aujourd'hui, c'est du 35-50 ans, toujours CSP+, Grande Ville de France. Ça s'est géographiquement élargi, donc c'est moins Paris, c'était quand même à l'époque 80% Paris. Aujourd'hui, c'est plutôt 60% Île-de-France. Et après, c'est les grandes agglomérations, Nantes, Lyon, Bordeaux. Pour faire simple, le sud de la France, pas tellement, étonnamment. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'était dit, en fait, c'est génial, une communauté de 500 000 personnes sur le média, ça va en faire des clients pour l'agence de voyage. Et ce que je vous ai dit, voilà, 5 000 clients en 2 ans. Et en fait, c'est des profils totalement différents. Alors, si je vous dis totalement différent, vous allez me dire, mais c'était complètement con d'avoir créé une agence de voyage, parce que tout le pari, c'était bien évidemment de dire, on a une communauté, on va créer les produits et les services qu'elle nous demande, donc c'était quand même de créer le truc qu'elle nous demande. Mais c'est effectivement 2 audiences très différentes, parce qu'il y a une audience qui s'inspire, qui cherche en fait à se nourrir, s'inspirer, trouver de nouvelles idées, réfléchir, en tout cas avoir des axes de réflexion. On est beaucoup là-dessus aussi sur la partie média, on essaie de nous susciter des réflexions, en tout cas de créer des débats. C'est sûr que les gens qui décident d'aller passer 4 jours sur la tente dans les Vosges, il y en a déjà un peu moins, quoi. Ou alors, quand je les interviewe, ils me disent tous, moi j'adorerais. Alors, j'adorerais aller avec mes enfants, dormir 3 jours à Fontainebleau sous la tente, c'est mortel. Je leur mets le truc. Ah non, c'est un peu compliqué, on va peut-être aller plutôt faire un truc, on va aller louer une maison sur Airbnb. Et vous aviez justement peut-être même évoqué le fait de travailler l'hospitality et d'aller justement sur ce créneau-là? Et effectivement, si on revient un peu à ce métier du voyage, en gros, nous, quand on vend pour être très transparent, un séjour à 1 000 €, alors on a plutôt des séjours à 500 €, mais je vais prendre l'exemple sur un séjour à 1 000 €. Il y a 70% de la valeur de séjour qu'on reverse aux acteurs qui font le séjour, c'est-à-dire le guide, l'hébergement, potentiellement le transport de la gare, etc., le matériel, la nourriture.
Ça veut dire que là, c'est très comptable et économique ce que je vais vous dire, mais c'est-à-dire qu'en fait, donc nous, on gagne que 30. Et sur les 30, il y a une partie de TVA, donc on ne gagne pas grand-chose dans le voyage, sauf si on fait beaucoup de volume. Et c'est d'ailleurs pour ça que le nerf de la guerre dans le voyage, c'est de faire des paniers moyens importants, c'est-à-dire il vaut mieux vendre un voyage à 2000 € au Sri Lanka que de vendre un truc à 500 balles. Pour la simple et bonne raison que ça coûte exactement la même chose à opérer, à vendre. Donc je dirais que l'outil Internet, les équipes, la distribution, le SAV, c'est la même chose. Bon, mais effectivement, il ne reste pas la même chose sur 500 que sur 1500, 2000. Donc une des réflexions qu'on a eues, je dirais d'un point de vue purement comptable, c'était de se dire on va intégrer de la valeur et donc peut-être, alors on pourrait recruter nos guides, les avoir en salarié, c'est pas tellement dans l'air du temps de faire ça, mais on s'est dit pourquoi finalement on ne créerait pas nos propres hébergements autour desquels on créerait nos séjours, on viendrait plugger nos séjours. C'était notamment, et quand je parle déjà un peu passé, parce que ça n'est plus d'actualité, mais on a quand même beaucoup travaillé là-dessus l'année dernière, ça reste un sujet porteur de sens. C'est quelque chose qui va m'animer dans les prochaines années. Donc je travaille beaucoup sur des sujets d'hospitalité en ce moment. Pour la simple et bonne raison, c'est que je crois que pour maîtriser parfaitement une expérience, en fait, moi aujourd'hui, ce qui est compliqué avec une expérience Chiloé, c'est que la distribution, le marketing, on est fort, les gens achètent du Chiloé, ils trouvent ça trop cool. Dès lors qu'ils rencontrent le guide, déjà Chiloé disparaît un petit peu. Alors on a beau mettre une casquette, un buff, un t-shirt, c'est pas mal. Si tant est qu'ils mettent pas celui du concurrent parce qu'il s'est levé du mauvais pied. Mais je dirais que l'expérience de la marque disparaît pendant l'expérience. Alors on a pareil, on met des rituels, les totems, un certain nombre de choses, mais finalement l'expérience de marque disparaît totalement. Et dans l'hébergement, finalement celui qui est le plus important, et ça plaira à certains hôteliers qui sont dans la salle, mais celui qui est garant de l'expérience, qui est le plus important finalement, c'est l'hôtelier, que ce soit le gardien de refuge ou l'hôtel ou l'auberge, c'est le mec qui va ouvrir la porte et qui va accueillir le groupe qui arrive. Et lui, en fait, il a autant de valeur que le guide qui accompagne l'activité. Et donc c'est phénoménal, c'est-à-dire qu'on est dépendant de l'expérience que propose l'hôtelier. Et à ce moment-là, soit on l'a sélectionné, et c'est parce que bien sûr c'est aligné avec ce qu'on fait, mais si on veut aller loin, et moi dans ma vision d'une marque qui est de vraiment délivrer une expérience de marque importante, il faudrait intégrer et pouvoir proposer nos propres hébergements. Et c'est d'autant plus intéressant, et je finis là-dessus, mais effectivement notre cible aujourd'hui sur le voyage sont plutôt des gens qui partent en solo, en couple ou entre amis, on n'a pas de famille. On a quelques séjours famille, mais encore une fois, je vous le disais, il y a l'utopie du voyage sous la tente et de l'itinérance, qui est encore une fois assez niche. Mais il y a la partie séminaire entreprise. Et donc, on reçoit énormément de demandes, et on recevait beaucoup de demandes d'entreprises. C'était des lecteurs qui, dans leurs entreprises, disaient « Mais en fait, pourquoi on ne partirait pas en équipe 3 jours dans le Vercors, aller faire une ascension avec mon codir, ce genre de choses ?» Et on s'est pareil rendu compte que en fait, les besoins des entreprises, à la fin, quand même, c'était de pouvoir avoir un PowerPoint et une salle pour travailler. C'est-à-dire que, aussi sexy que pouvait être l'expérience, il fallait quand même à un moment donné avoir un certain niveau de confort. Et voilà. Et puis, j'allais dire, Janine de la Compta aime pas forcément marcher dans la nature. Donc, on avait tous les fondateurs qui arrivaient qui disaient on va aller faire un 4000 avec mon équipe. Incroyable. Donc, on partait à fond, on bossait dessus, etc. Puis la réalité, c'est qu'en fait, l'équipe derrière disait non, on veut juste aller jouer à la pétanque, faire une belle teuf. Et that's it. Et donc, nous, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait peut-être leur proposer, et je pense que c'est un modèle qui marche, qui est de proposer de leur faire de la pétanque dans des endroits un peu plus responsables. Donc oui, il y aura de la pétanque, oui, il y aura de la teuf, mais on peut venir plugger autour de l'aventure, de la nature, et en tout cas de l'acculturation à la nature. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Jean-Baptiste. Bonjour tout le monde, Jean-Baptiste Bosson, je suis glaciologue et je travaille dans la protection de la nature. Merci pour la présentation, je ne connaissais pas Chiloé, donc j'y vois plus clair. Bon, la présentation est très business centrée, hein, on vend des produits, on a des clients. En fait, le produit qu'on vend, c'est la nature est en train de s'effondrer. Les photos là derrière, les forêts du Jura, il n'y a plus d'insectes dans ces pelouses, il n'y a plus d'oiseaux. Un des contributeurs de ça, c'est le voyage et c'est la surfréquentation et le dérangement. La pollution, les PFAS qu'on relargue dans ces secteurs quand on se balade. Votre impact là-dessus, moi, ça me questionne vraiment. En fait, on ne vend pas qu'un produit, une consommation de la nature, un post Insta. En fait, on est là aussi pour prendre soin de ce commun qui s'effondre devant nos yeux. On n'a pas de moyens pour le défendre. Dans la protection de la nature, on est des crevards. Et donc,
moi, ça me pose des questions au-delà de ces belles images. Ça fait rêver tout le monde. Là, tout le monde veut aller sur Insta. Et puis, le trail, la surconsommation de la montagne maintenant avec le VTT électrique, les impacts, ils sont catastrophiques pour la biodiversité. Le ski de rando full moon, il n'y a même plus de zone de tranquillité. Enfin, aller sur le site Strava, regardez où va l'humain. Parce qu'en plus, il faut toujours aller avec une montre connectée. Où va l'humain? Il est partout, tout le temps. Et donc, la nature, dans ce contexte-là, elle ne va pas bien du tout. Et aussi sur la dimension sociale, comment on fait ces territoires touristiques, pas que des territoires qu'on consomme. On est dans une relation entre des clients qui arrivent de loin et qui consomment et des gens qui vendent localement. Comment on garde l'authenticité sociale? Moi, j'habite à Annecy, c'était la Maxi Race Weekend, c'est une catastrophe sociale. On privatise les zones publiques pour faire l'arrivée privatisée de la course. Tout ça pour des gens qui... Et puis, je ne vous dis pas l'état des alpages au Semnoz où j'ai été dimanche, mais bref. Comment vous pouvez un vecteur beaucoup plus... On ne parle pas que de business, en fait. On parle d'une connexion à la nature et de quelque chose d'un bien commun qu'on doit préserver, qui vous enrichit, tant mieux, mais sur lequel on ne peut pas vivre. Ouais, pardon, je suis long. Non, je t'en prie, mais merci en tout cas pour ta question et tu as bien raison de la poser. C'est vrai que cette présentation était assez orientée sur un retour d'expérience d'entrepreneur et de business. Ta question elle est importante et nous on est parti. Je me souviens qu'à l'époque on crée Chiloé et un journaliste me dit mais en fait du coup vous voulez mettre tout le monde dehors, mais alors vous allez envoyer tout le monde dans la nature et ça va être n'importe quoi, des bivouacs partout, des déchets partout. Et c'est vrai que très tôt on a pris conscience en fait du rôle qu'on avait avec Chiloé dans le fait de créer des imaginaires et de donner envie à des gens d'aller passer plus de temps dans la nature. Et on s'est dit que du coup on avait un rôle éducatif hyper important à jouer. Et c'est vrai que j'ai pas du tout axé cette présentation sur le média, mais le rôle du média et notre plus grande fierté, c'est que c'est d'abord un rôle éducatif. C'est-à-dire qu'on donne envie, mais on donne aussi les clés à un public qui n'a pas forcément grandi au pied d'un glacier avec ses parents et ne sait pas forcément bivouaquer, ne connaît pas le livre No Trace, les périodes de reproduction des animaux, etc. Et donc effectivement, le média là-dessus, il est clé. On ne pourrait pas faire notre métier s'il n'y avait pas tout le contenu et le média autour de ça. Et c'est pour ça qu'on a écrit des bouquins, un certain nombre de choses. Mais autant j'entends parfaitement ton constat sur la nature et puis bon, sur des événements un peu grand public, type la Maxi Race, et je partage totalement son analyse. Autant, tu sais, Cousteau disait un truc intéressant, il disait en gros on aime ce qui nous émerveille, on protège ce qu'on aime. Je suis persuadé que toi qui es très acculturé et connaisseur du sujet et en plus passe souvent dans le temps dans la nature, tu as déjà un peu toutes les billes pour... ressentir, en fait, surtout faire un état des lieux. Mais là, on s'adresse quand même à un public qui, en ville, est quand même très éloigné de ces sujets-là. Et en fait, soit il continue à voyager ou à consommer le voyage dans des conditions pas forcément incroyables et qui n'est pas forcément ce que je souhaite, moi, à titre personnel, soit justement on l'accompagne pour aller vivre des expériences en petits groupes, dans des territoires qui ont du sens. Là, je te parle d'expérience de 10-15 personnes. On n'est pas sur la Maxi Race à 30 000 personnes sur un week-end qui flingue le verrier. Donc c'est... Ouais, tu auras un droit de réponse. T'as fini, Ferdinand? Oui. Ouais, ok. Complètement d'accord. Je ne dis pas qu'il faut... L'enjeu du 21e siècle et de l'anthropocène, c'est qu'il faut reconnecter l'humain à la nature et qu'on doit la respecter. Ça, c'est clé. Mais comment on ne vend pas ça comme un produit de consommation? C'est un empowerment et c'est quelque chose qui est transformationnel dans une vie que d'aller à Fontainebleau, que d'aller... Et c'est là où je pense que vous avez un rôle qui est clé, qui est de l'empowerment, on vend un truc, on fait de l'argent, mais nous, on éduque les gens et on reverse une partie à la nature parce que, pour être honnête, j'étais avec Antoine de Pau avant, toutes les associations de protection de la nature n'ont pas de moyens. Donc, est-ce que vous contribuez à ça et comment? Enfin, c'est pas toi en particulier. Je dis la même chose à Patagonia ou à Salomon ou à tout le monde. Je le prends pas du tout personnellement et je pense que c'est hyper important que tu partages ça. On a un rôle qui est clé et on le joue super bien. C'est qu'en fait, comme quand tu emmènes des gens dans la nature et que tu leur transmets ta lecture et ta connaissance de la nature, nos guides le font aussi. La plus grande valeur des voyages qu'on fait, c'est avec un guide. Et un guide, il est gardien du territoire et le seul truc dont il a envie, c'est de protéger son territoire et en tout cas surtout de le faire découvrir, mais de manière, on va dire, assez respectueuse, enfin, la manière la plus respectueuse possible. Tu parlais du financement d'associations, tu vois, oui, effectivement, on fait partie du 1%, on verse 1% de notre chiffre d'affaires chaque année à des associations. Nous, finalement, ce qui nous intéresse plus, c'est la partie sociale. Pour être très transparent, aujourd'hui, je trouve que le sujet environnemental, et donc il y a effectivement beaucoup d'assauts du 1% qui étaient là, et on parle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie sociale, c'est-à-dire
Parce qu'une de nos autres problématiques, au-delà d'emmener un peu plus de monde dans la nature et de donner à un peu plus de monde d'aller dans la nature, c'est qu'en fait, c'est quand même réservé à un public CSP+. Et je schématise un peu, mais c'est un peu des blancs CSP+, dans les grandes villes de France. Et donc moi, ce qui m'a vachement plus intéressé ces derniers temps, et d'ailleurs on communique pas beaucoup là-dessus, c'est à chaque fois d'emmener des assos, des publics. Alors on a eu des prisonniers, on a eu des demandeurs d'asile, on a des trisomiques. Et en fait, à chaque fois, on essaye de se dire, on va réserver certains de nos séjours. Là-dessus, on gagne que dalle. On gagne que dalle en communication. Le seul truc que je gagne là-dessus, c'est que mon équipe, quand elle va sur le terrain avec eux, après, ils sont comme des malades. Et c'est vrai que c'est ma fierté ensuite. Voilà. Mais c'est épisodique. Nous, à notre échelle, je te parle de 2 séjours par an. Mais les 15 personnes, donc les 2 fois 15 personnes, les 30 personnes qu'on va emmener dans la nature, c'est absolument phénoménal. Maintenant, on fait du business. Et effectivement, on a du mal à trouver notre modèle sur la France avec les contraintes, le train qui est cher, etc. On adresse cette cible, etc. On n'a pas vocation à baisser les prix ou à faire un truc un peu plus accessible, mais on essaie de se dire comment on peut redonner ou partager un peu plus. Bon voilà, c'est un peu éloigné peut-être. Et à plus grande échelle, il y a les stations de ski. C'est qu'à un moment donné, on est tous des stations de ski ici et on a emmené des gens à la montagne. Mais on a quand même organisé à un moment donné l'hébergement, on l'a concentré à un endroit pour justement organiser cette vie dehors. Je pense que c'est essentiel de se dire qu'on a une mission globale. C'est que les gens apprécient d'être dehors, respirer, etc. Après, à nous, effectivement, de leur donner les codes, d'être avec les bonnes personnes, etc. Mais c'est pas simple. Oui, bonjour, je réagis, je suis hôtelier aux Arcs et dans d'autres stations de ski. J'essaye de réagir à la fois aux deux. En fait, j'ai envie de dire 2 points, c'est-à-dire que tu as entièrement raison quand tu dis moi je suis un peu énervé parce que quand je vends un séjour Chiloé, ils ne se souviennent que de l'hôtel. C'est totalement vrai, tu as raison, et il y a les 2 cas, c'est-à-dire que quand mon client il a une expérience de parking détestable alors que c'est pas du tout mon parking, il m'en veut à moi à mort. Donc en fait, on fait tous le même métier que toi, le moniteur de ski, la collectivité, on a le même client. Donc soit on fait tous bien notre métier et le client sera content et reviendra chez nous tous, soit il y en a un de nous, 10, 12, 15, qui fait pas bien son métier et on perd tous notre client. Donc en fait, on fait tous le même métier et on doit le faire et on doit tous le faire bien ensemble. Et je redis ensemble parce qu'on a un petit peu du mal chez nous à faire ça tous ensemble. Pour répondre un peu, enfin non pas répondre, mais pour alimenter ce que tu viens de dire, je pense que c'est notre responsabilité. C'est que oui, on vend des produits et on a des clients parce qu'on est des entreprises et donc voilà, on doit avoir un modèle économique. Par contre, notre responsabilité, et on a la chance d'être dans la nature. Donc on a la possibilité de reconnecter notre client, cet urbain en majorité, qui vient 1 semaine par an au ski en moyenne, pas tous, hein, mais voilà, on a la responsabilité de le reconnecter à la nature et au vivant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un produit, on n'est pas obligé de lui donner tout ce qu'il veut. Et je prends une anecdote qui est un petit peu notre combat avec Laurent, mon associé. Oui, le client, il adore les tomates mozzarella. Et moi aussi, j'adore les tomates mozzarella. Mais on est convaincu qu'il n'a pas besoin de tomates mozzarella sur les buffets à 2000 mètres d'altitude en plein hiver. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être d'accord avec son client. Peut-être que nous, on explique à nos équipes parce qu'on n'est pas au contact de nos clients, mais c'est nos équipes qui le sont. On leur dit, mais en fait, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec votre client. Il peut avoir envie de tomates mozzarella. Par contre, notre conviction, c'est de ne pas en mettre sur le buffet. De même, à Noël, un fraisier, c'est hyper joli parce qu'il y a du rouge sur le buffet. Mais non, on ne mettra pas de fraisier ou de framboisier sur nos buffets de Noël en station de ski. Et peut-être que ça va décevoir notre client, mais c'est pas grave, on va lui dire c'est notre conviction pour telle raison. Et peut-être que plus tard, il aura son fraisier. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec notre client et on n'est pas obligé de lui donner tout ce dont il aurait envie. Et ça fait le lien avec ce que tu disais pour moi, et c'est notre responsabilité de le reconnecter à la nature et au vivant. Bonjour, moi j'avais une petite question justement sur le modèle. Comment avec le club Chiloé, vous avez réussi à donner envie au grand public et aux pratiquants de passer par une agence pour pratiquer des sports type rando, bivouac, où culturellement on a
moins envie de dépenser de l'argent dedans et on a l'impression qu'on peut le faire tout seul? C'est une bonne question parce que paradoxalement, les séjours qui ont le plus d'attrait chez nous sont les séjours de rando et de bivouac, qui presque nécessitent le moins d'accompagnement. Accompagnement, on pourrait penser je sais pas, à de la voile, à de l'alpinisme, à de l'astrologie, ce genre de choses où il y a un vrai besoin et peut-être une vraie connaissance. Et paradoxalement, je crois qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas bivouaquer, s'orienter dans la nature, et donc qui viennent et qui partent avec les clubs Chiloé pour justement apprendre ça. Ça répond peut-être, en tout cas en partie à ta question, mais et je dirais qu'en fait, ce qu'on fait, par exemple, l'UCPA le faisait. Nous, on le fait sous un format d'itinérance, mais en fait, il y a une époque, quand on voulait aller faire ou de la voile ou de la montagne, on allait à l'UCPA, on partait avec des gens qu'on connaissait pas, ou on a fait ça enfant, ou on l'a proposé à nos enfants, mais c'est un peu la même chose. Je pense que les gens aujourd'hui, il y a un autre truc qui est hyper important, c'est je dirais la notion de sens, bien évidemment, mais c'est surtout l'aspect collectif, ou en tout cas se connecter avec d'autres gens. Et nous, en fait, ce qu'on propose au Club Chiloé, c'est juste d'aller faire potentiellement le même bivouac que tu aurais fait seul ou avec tes amis, sauf que tu vas le faire avec un groupe de gens que tu ne connais pas. 100% des expériences auxquelles j'ai participé ont tous été meilleures que celles que j'ai pu faire avec mes amis, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire des rencontres, je vais être surpris. En plus, dans ces petits week-ends, les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est pas du tout quand on part avec sa famille ou ses potes où chacun en fait un peu dans ses travers et joue un rôle ou se plaint, etc. Là c'est absolument génial, chacun donne un peu le meilleur de lui-même, donc ça fait des très belles rencontres, des très beaux sujets de discussion. Ça crée énormément de liens. Et je pense que c'est ce que les gens viennent chercher. Et la valeur, elle est là en fait, c'est le fait de constituer un groupe qui a le même état d'esprit et les mêmes valeurs. Parce que le plus dur, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que la notion de marque est importante, c'est que si en fait ta marque ne véhicule pas grand chose, si tes valeurs sont inexistantes, la probabilité que les gens voyagent avec toi elle est assez faible. Les gens vont se dire en fait à quoi vont ressembler les gens avec qui je vais partir, est-ce que je vais me taper un gros relou, une grosse relou, j'en sais rien. Enfin, c'est ce qu'on a en tout cas réussi à faire avec notamment la marque, le média, le ton. Et voilà, et nous il y a un truc pour le coup on est très à l'aise là-dessus, et ça répond peut-être pas à Jean-Baptiste, mais nous on n'est vraiment pas donneur de leçons. On est sérieux sans se prendre au sérieux, et ça c'est hyper important. C'est-à-dire que moi je crois que tous les sujets écologiques, il faut réussir à les aborder, à les enrober d'une certaine manière pour les rendre attractifs. Sinon, ça crée en fait, soit c'est chiant, et moi à titre personnel, ce qui est chiant m'intéresse pas, donc j'ai pas de raison de passer du temps à débattre d'un truc que je trouve chiant, alors que le fond est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on essaye de le faire avec ce ton, et ce ton Chiloé qui a fait qu'on a on s'est développé, c'est-à-dire de réussir à enrober des sujets extrêmement clés et importants avec un ton qui touche pas mal de monde. Sinon, les gens aujourd'hui, je veux dire, on est picousé à l'information, on est hyper sollicité, etc. Et du coup, ce que tu vas vouloir regarder à la fin, c'est le truc avec lequel tu es aligné en termes de valeur, etc. Et qui ne te fait pas passer pour un pollueur ou un mauvais mari ou un mauvais père de famille. Et donc, c'est quand même d'essayer de faire les choses de manière un peu positive. Après, Jean-Baptiste est quelqu'un de très positif. Il était là l'année dernière, il était intervenu justement sur la première soirée sur la protection des glaciers. Là, en fait, on est dans deux mondes qui s'opposent. Nous, on a une économie mercantile avec nos stations de ski, nos voyages, etc. Toi, tu es un scientifique, donc forcément, tu nous alertes sur des choses en nous disant bah ouais, en fait, ça va pas du tout, les gars. Donc, je peux comprendre aussi que des fois, il y a de l'énervement ou de la frustration sur certains points parce que tu nous alertes et c'est bien. Merci, désolé, je voulais pas. Mais en fait, si le produit allait bien, enfin ce que vous vendez comme un produit qui est la nature allait bien, si le monde allait bien, si on n'était pas sûr que on était en train de franchir des limites, des points, enfin je suis désolé d'être chiant et négatif. En plus, tout le récit qu'on peut vendre sur la protection des glaciers, il est que positif et engageant. Donc, mais si ça allait bien, mais je ne serais pas là à vous dire ça, bravo, enfin, c'est génial. Mais en fait, et c'est pas une critique contre Chiloé en particulier du tout, contre les arcs ou une station de ski, c'est ce monde de la consommation, et la nature est un bien de consommation, alors que la nature, tu vois, tu parles de terrain de jeu, c'est pas toi, c'est toute l'industrie du outdoor qui parle de terrain de jeu. En fait, c'est des habitats pour une biodiversité qui est en train de s'effondrer, dans lesquels on n'est que de passage, là où des espèces vivent et nous permettent juste de respirer, de boire, etc. Et puis c'est des habitats pour les autochtones, pour les habitants de ces zones-là qui vivent et ils vivent pas dans un musée. Mais c'est pas du tout contre toi et tout, mais il me semble juste que cette approche très produit
Et en plus, le produit va mal, c'est ça. Donc c'est là où nous, on essaie de vous dire, attention, là, il faut que vous soyez... tu parlais de responsabilité, il faut que vous soyez responsable et non pas irresponsable, mais tu le fais et vous le faites, mais comment vous pouvez former les gens, comment vous voulez, votre activité, contribuer à ce que le produit il est durable et les générations futures pourra... Enfin, le produit, c'est terrible de parler de la nature comme ça, mais comment la nature reste vivable pour les générations futures et vous y contribuez. Mais tu y contribues en emmenant les gens dehors, c'est génial, mais comment les gens, ça peut les transformer pour qu'eux deviennent aussi des acteurs de ça. Mais ça les transforme totalement. Et tu vois, on fait beaucoup d'interviews à la fin donc oui, on a parlé de l'expérience de l'hôtelier ou de la personne qui ouvrait la porte et qui faisait effectivement une part importante de l'expérience. Mais à la fin, on a vu des trucs absolument incroyables sur effectivement la compréhension. Alors, je vais prendre un exemple du Brame du Cerf. C'est sûr qu'effectivement, quand on emmène des gens au Brame du Cerf, on peut se mettre dans une posture et dire, effectivement, on va quand même sur un terrain où on va déranger d'une certaine manière les animaux, etc. Mais alors, ces séjours Brame du Cerf, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que les gens y vont, ils disent, mais je n'avais même pas idée, en fait, de me retrouver dans la nuit, de loin, à observer la nature, à comprendre l'écosystème. Je prends l'exemple aussi sur les traces du loup. Sur les traces du loup dans le Vercors, mais c'est le meilleur programme éducatif qu'on ait jamais inventé. Ils n'ont jamais vu un loup. On a des gens qui, après, pendant 3 mois, regardent les crottes dans la rue en disant, est-ce que c'est une crotte de loup? Qu'est-ce que c'est? Et il y a tout un imaginaire qui s'est créé derrière. Et en plus, on leur donne les clés lors de ce séjour d'essayer d'exister dans un débat qui est un peu la même chose, très compliqué, entre d'un côté les éleveurs et la protection. Donc on essaye de créer ces situations dans la nature où les gens vont s'ouvrir et vont ouvrir leurs yeux. Et je t'invite, du coup, JB, et ce sera un grand plaisir que tu puisses venir faire une expérience avec nous. C'est quelque chose qu'on a fait pendant quelques temps, c'est-à-dire de partir avec un spécialiste pour effectivement nous aiguiller et nous ouvrir les yeux sur non pas un terrain de jeu, mais un écosystème qu'on ne connaît pas très bien. Et on l'a évoqué justement avec Juliette sur la première soirée, qui était intéressant, le levier sur la partie formation, où justement, quand on parle station de ski, on pense aux moniteurs de ski. Est-ce qu'ils ont aussi les clés justement de lecture, et des fois pas forcément, et notamment avec l'ENSA, où les formations, justement, moi, mon mari est formateur à l'ENSA, et d'aller encore plus loin justement et de leur donner les vraies clés. Et c'est là où on aura besoin justement un peu du domaine scientifique et de ceux qui savent pour aller apporter à ceux qui savent moins. Et c'est eux qui transmettront ces messages après à nos clients qui viennent chez nous. Mais le donner directement, frontalement, effectivement, je te rejoins. Dès que c'est chiant, ça marche pas. Donc, il faut trouver toujours la manière indirecte de leur amener du bon côté. Voilà. Lumna de Protector Winters, France. Bon, si ça peut te consoler, ça fait des adhérents derrière pour soutenir nos projets. Mais j'avais une question très rapide, en tout cas de mon côté, par rapport à Beyond. Ça a attiré ma curiosité. Qu'est-ce que c'est ? Merci pour la question. Beyond, c'est un format événementiel qu'on a lancé la semaine dernière, donc on a lancé la communication. C'est un spectacle avec 6 personnalités sur scène, un peu TEDx, 6 personnalités très inspirantes, avec des gens par exemple comme Jean-Baptiste, bien que Jean-Baptiste ne soit pas encore sur scène à Beyond, mais on peut avoir un éboueur, un aventurier, Charles Duboulot par exemple, on peut avoir un chef étoilé, on peut avoir un agriculteur, qui, sur scène, vont transmettre en 6 minutes, donc sur un discours et une intervention extrêmement cadrée, l'envie d'oser et d'entreprendre un peu différemment dans sa vie. Donc c'est ça, Beyond, c'est une série en gros de spectacles, et donc ce sera à Paris aux Folies Bergères fin septembre, et ensuite à Nantes et à Lyon début octobre. Et on s'est associé là-dessus, parce qu'effectivement, je rejoins ce que disait Edouard sur le fait de faire des choses ensemble, et ça c'est bien un truc aussi que j'ai appris avec les années. On s'associe à 2 personnalités très sympas qui sont Mathieu Torder, que peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui est un aventurier, un des plus jeunes aventuriers français, voilà, et Benjamin Ferré, qui est un navigateur. Et donc ensemble, eux avaient l'idée un peu de Beyond, et ensemble on a réussi à concrétiser et à structurer ça pour en faire une tournée et 3 dates en France. Et je vous invite à aller voir ce qu'est Beyond. On vous enverra le lien d'une manière ou d'une autre. On va finir là-dessus. Merci Ferdinand. Merci à vous. Merci à vous.